François-Xavier Bellamy est avec nous pour cette émission. Je vous ai pressé, monsieur l'eurodéputé, donc j'aimerais qu'on arrive à aborder quelques thématiques majeures avec vous dans les prochaines minutes. Première thématique, c'est évidemment l'actualité politique et judiciaire, la présidentielle. On est à 9 mois tout pile du premier tour de la présidentielle et il y a une candidate officielle. C'est Marine Le Pen. Elle l'a annoncé cette semaine dans un contexte judiciaire là aussi inédit. Quel regard vous portez sur la Cour de cassation qui annonce vouloir rendre sa décision, son pourvoi, avant le premier tour de la présidentielle ? En un sens, c'est légitime que les décisions judiciaires soient prises avant que les Français n'aient un choix à faire. Maintenant, ce que j'espère, c'est que cette présidentielle va être l'occasion de parler d'autre chose que d'un feuilleton judiciaire. Il faut qu'on parle de la France, il faut qu'on parle des Français, il faut qu'on parle de tous les problèmes du pays qui sont si grands. Et 2027 doit être un moment démocratique déterminant pour relever ce pays qui a tellement besoin d'action. Et si on doit parler de justice, c'est d'abord, je parle sous le contrôle de Georges Fenech, mais pour parler, et d'André Valigny, de la reconstruction de notre appareil judiciaire. Ce dont les Français ont besoin, c'est d'être sûrs que leur justice sera au rendez-vous pour assurer cette continuité entre le travail des forces de l'ordre, le travail de la justice, pour assurer que l'État fonctionne. Et voilà, ma crainte, ce serait qu'on passe des semaines maintenant à parler d'un feuilleton judiciaire qui a bien sûr son importance, mais qui ne doit pas éclipser le sujet majeur de cette élection présidentielle, qui est le grand choix démocratique. Question politique toujours, vous êtes un soutien assumé, affiché de Bruno Retailleau. Je regardais les premiers sondages, ça reste une photographie de l'instant. Le sondage du mois de juillet ne peut pas forcément dire que ça sera le résultat du mois d'avril. Ne veut pas dire du tout le résultat du mois d'avril. Bien sûr, mais il est parfois question de dynamique. Sondage OpinionWay pour les Échos et Radio Classique réalisé le 8 et 9 juillet dernier. 8% des Français voteraient pour Bruno Retailleau. Ils étaient 10% fin juin. Comment vous expliquez que cette campagne, pour l'instant, ne prenne pas forcément autour de votre candidat ? Je pense que tous les Français qui nous regardent savent que la campagne n'a pas encore commencé. Les Français ne sont pas encore dans l'élection présidentielle et c'est parfaitement normal. Nous en parlons beaucoup, mais la vérité, c'est que le moment de la campagne, il commencera sans doute à l'automne prochain, quand nous allons vraiment rentrer dans cette ligne droite vers l'élection présidentielle. Et je suis heureux que d'une certaine manière, au moins cette semaine, on voit le paysage se dessiner plus clairement. Le Rassemblement national a désormais une candidate. On attend que chacun fasse ses propositions. Bruno Retailleau, lui, avec constance, il déroule son projet déjà depuis des mois. Et nous avons, je crois, le programme le plus avancé aujourd'hui. Nous attendons de voir ce que les autres camps vont proposer pour pouvoir faire en sorte que les Français se prononcent d'une manière qui soit vraiment libre et vraiment éclairée. L'idée, c'est aussi de la grande clarification, savoir où les candidats veulent aller et faire avancer le pays, bien sûr, mais avec qui ils pourraient s'allier. Quel regard vous portez sur la candidature d'Édouard Philippe ? Bruno Retailleau disait c'est en fait, quelque sorte le copier-coller de la Macronie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites jamais nous nous rallierons à Édouard Philippe ? Pour moi, la grande question de 2027, c'est est-ce qu'on veut continuer ou est-ce qu'on veut tout changer ? Et je pense que les Français le savent bien. Aujourd'hui, dans ce pays, après 10 ans d'en marche, il n'y a plus rien qui marche. Et donc, il faut une alternance. Donc, jamais vous allez rallier Édouard Philippe si... Mais non, vous savez, moi, j'ai été, comme Bruno Retailleau, un opposant pendant 10 ans au macronisme. Et même quand Bruno Retailleau a été au ministère de l'Intérieur seulement pour empêcher la gauche et l'extrême gauche de prendre le pouvoir en France, il continuait de dire que le macronisme était terminé, qu'il fallait sortir du macronisme. Et je pense que nous n'avons plus le droit d'attendre. Le « en même temps » qui a mis la France dans le mur doit enfin trouver une conclusion, parce que la France a besoin de choix clairs et courageux dans tous les domaines. On pourrait parler de budget, on peut parler d'école, on peut parler de sécurité, on en a parlé. On peut parler bien sûr de justice. Tous ces sujets-là vont supposer maintenant d'affronter des choix courageux et de sortir des ambiguïtés qui ont marqué les 10 dernières années. Cette position, peut-être les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews la trouveront plus claire que Laurent Wauquiez. Je n'ai pas compris si Laurent Wauquiez était votre allié, votre partenaire ou votre adversaire, c'est-à-dire un soutien de monsieur Édouard Philippe. Moi, je vais vous dire les choses très franchement. J'ai pas bien compris, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi non plus, j'ai pas bien compris, pour être très honnête. J'ai pas bien compris ce que Laurent Wauquiez avait voulu dire. Laurent Wauquiez, je le connais depuis longtemps. J'ai mené bien des combats avec lui au moment, par exemple, des élections européennes de 2019. Je l'ai toujours connu très dur sur le bilan du macronisme. Lui aussi, il a fait le choix de rester un opposant.
Et aujourd'hui, je ne m'explique pas qu'il puisse considérer qu'Édouard Philippe peut relever le pays. Moi, je ne crois pas qu'on réparera les problèmes de la France avec ceux qui ont contribué à les causer ou à les aggraver. Et je ne dis pas ça par animosité personnelle. Vous savez, la politique, c'est pas une question de combat entre des individus. Un peu. Non, ce qui compte d'abord, c'est la France et les Français. Oui. Et je crois profondément que, quand j'écoute d'ailleurs ce que dit aujourd'hui Édouard Philippe, quand je vois ce que font ces parlementaires, à Bruxelles, à Strasbourg, on vient de voter un texte très important contre l'immigration illégale, le règlement retour. Sur ce texte, les députés d'Édouard Philippe se sont abstenus, les députés macronistes ont voté contre en expliquant qu'on était en train d'attaquer les droits fondamentaux seulement parce qu'on porte un projet qui est soutenu aujourd'hui par 25 pays sur 27. On voit une incompatibilité idéologique et avec visiblement ce que vous dites avec Horizon dans votre discours. Vous savez, on a parlé de football, on va filer la métaphore. Il y a ce qu'on appelle la VAR en télé. C'est-à-dire ce que vous venez de me dire, je pourrais vous le ressortir dans quelques semaines. Ah non, mais moi, vous savez, on va être très clair. La continuité. Moi, vous me connaissez, Elliott Deval, je n'ai jamais changé de discours. On peut être d'accord ou pas avec moi, mais moi, j'ai jamais changé. Mais Bruno Retailleau ne changera jamais de discours, lui non plus. Mais lui non plus. Enfin, et d'ailleurs, c'est ce que même ses adversaires lui reconnaissent. Bruno Retailleau, là encore, on peut être d'accord ou pas avec lui, c'est la beauté de la démocratie. Mais tous ceux qui le suivent depuis longtemps savent que Bruno Retailleau n'a jamais changé de cap ni de ligne. Question très importante, j'en ai deux, et après je vous laisse François-Xavier Bellamy. Première question sur une question qui est existentielle, un choix civilisationnel. Le 15 juillet prochain, il y aura ce vote définitif à l'Assemblée nationale sur la fin de vie. On a vu cette polémique notamment naître ces dernières heures, avec un ministre des Relations avec le Parlement et le CESE qui voulait se réunir autour pour célébrer la mort administrée. Un cocktail. Alors, il nie l'aspect cocktail dînatoire avec les membres du CESE au sortir de ce vote. Mais allons plus profondément. Que pensez-vous de cette loi qui sera très certainement votée le 15 juillet prochain ? Je ne dirais pas qu'elle sera très certainement votée. Et moi, je crois à la vie démocratique. Je crois que le débat parlementaire a permis de montrer la gravité de cette décision qui nous est proposée aujourd'hui. Vous savez, vous l'avez dit, c'est un choix de société majeur. En fait, la question qui se pose pour nous, c'est qu'est-ce que signifie soigner celui qui est dans la détresse ? Bien sûr, on vit tous la détresse, l'épreuve, la dépendance, la vieillesse. On vit celle de nos proches, on vit cette expérience de la dépendance aussi, chacun d'entre nous, dans nos propres existences. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on répond aujourd'hui à l'épreuve ? Est-ce qu'on y répond par le soin ? Est-ce qu'on y répond par la mort ? Et c'est aujourd'hui ce choix qui nous est proposé, qui consiste pour la première fois à considérer que tuer peut être un soin. C'est la première fois, y compris dans l'histoire de la médecine, le serment d'Hippocrate, qui est très ancien, dit que jamais le médecin ne doit administrer la mort. Et aujourd'hui, ce que voudrait célébrer M. Panifous, ce que voudrait célébrer tous ceux qui ont orchestré cet agenda, ce que manifestement Emmanuel Macron est très pressé de célébrer lui aussi, c'est le fait que le suicide puisse devenir un droit auquel l'État, c'est-à-dire chacun d'entre nous, contribue. Moi, vous savez, c'est très simple. Si un jour, je devais me trouver dans une situation de souffrance telle que je demande à un ami de m'aider à mourir, j'espère que cet ami me dira « Mais non, la vie a un sens et je vais t'aider à y retrouver goût. » Et aujourd'hui, en particulier dans le moment où nous sommes, nous avons tous les moyens de soulager la souffrance. Nous vivons dans une époque où la médecine n'a jamais été aussi efficace dans le fait de protéger les Français de l'expérience de la souffrance, y compris de la souffrance physique ou de la souffrance psychologique. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on veut se donner les moyens de soulager la souffrance ou est-ce qu'on veut dire à quelqu'un qui demain demandera la mort qu'on va l'aider à partir, qu'on va lui garantir les conditions du suicide. Moi, je ne crois pas à cette société-là. 9h41, François-Xavier Bellamy est l'invité de l'heure des pros. Dernière question, on en parlera en longueur, bien évidemment, dans cette émission, mais ça m'intéresse d'avoir votre regard. C'est vrai que c'est rare comme parole quand ça vient du monde culturel, artistique. Et j'ai souvent tendance à dire que la gauche croisette est plutôt consensuelle quand il faut attaquer la peste brune, l'extrême droite, et rarement pour condamner l'extrême gauche. Il s'avère qu'Elie Semoun a pris la parole pour dire qu'il considérait que la France insoumise était plus dangereuse que le Rassemblement national. Et vous diriez quoi ? Ah mais moi je dis la même chose depuis très longtemps pour le coup, donc ça n'est pas nouveau. Et d'abord je crois que ça n'est pas tellement une hiérarchie des dangers, mais je crois qu'il faut regarder la menace existentielle pour notre vie démocratique que représente la France insoumise. Parce que la France insoumise, depuis des mois, nous le voyons bien, nous en avons malheureusement eu bien trop de confirmations, légitime le retour de la violence politique. La France insoumise veut contourner l'exercice de la démocratie. On entendait
encore tout récemment des militants de la France insoumise nous expliquaient que si les Français blancs s'inquiètent pour leur avenir, ils ont bien raison et qu'ils sont lucides et qu'on doit leur reconnaître le droit d'avoir peur pour leur avenir. Cette racialisation du débat, cette communautarisation, il est absolument incroyable. Vous l'avez dit à l'instant que nous ne soyons pas tous unis pour la dénoncer aujourd'hui. Tous, que nous soyons de gauche, de droite, ça devrait être pour tous les responsables politiques aujourd'hui un devoir que de dénoncer ce risque majeur qui pèse sur notre vie démocratique. Je vous reconnais votre constance sur le sujet, il n'y a aucun débat. En revanche, on a l'impression qu'Elie Semoun est un peu plus courageux que certains membres de votre propre famille politique qui, eux, ne font pas le choix aussi clair que le fait Elie Semoun. Il y a certains responsables LR qui n'ont pas envie de trancher entre la France insoumise et le RN. On pourrait parler des désistements aussi qu'il y a pu avoir lors des élections législatives. Sans les citer, vous pensez à Xavier Bertrand, Jean-François Copé, par exemple. Je sais que vous ne partagez pas la ligne avec il n'y a eu aucun désistement dans les dernières élections législatives. Et nous, à la différence de M. Attal, par exemple, nous n'avons jamais appelé à sauver la démocratie avec un bulletin LFI. Ça fait une différence majeure parce que moi, je ne crois pas que le barrage républicain consiste à s'allier avec un parti qui est si profondément contraire à l'esprit de notre pays. Mais vous savez, à la fin, ce débat, évidemment, il faudra le trancher. Je crois que notre devoir, et je le redis, il y a un mois encore à Strasbourg, lors d'un vote au Parlement européen, information que je partage avec vous sur ce plateau, nous avons voté un amendement un amendement déposé par des députés libéraux, qui demandait le désarmement du Hamas. Tout le Parlement a voté cet amendement, tout le Parlement, sauf les députés de la France insoumise. Évidemment. Eh bien ça, vous voyez, ça, je crois que tous ceux qui croient qu'on peut mettre un signe égal entre la France insoumise et n'importe quel autre parti politique en France aujourd'hui devraient répondre de la manière dont ils considèrent un vote comme celui-là. François-Xavier Bellamy, chose promise, chose due, avec 4 minutes de retard malheureusement. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous, merci infiniment pour votre accueil. Et d'Europe 1. Je pourrais dire un mot. Vous allez en dire même plus, mais permettez-moi de dire au revoir à François-Xavier Bellamy qui est pressé. Ah non, mais à François-Xavier Bellamy, alors là, c'est de la faute de lui dire que André Valigny. Le sujet de la fin de vie est le sujet par excellence qui transcende les clivages politiques. Parce qu'en ce qui me concerne, de gauche, progressiste, entre guillemets, je partage mot pour mot ce que vous avez dit sur la loi fin de vie. Eh bien, nous en parlerons dans cette émission avec Claire. J'en suis très touché et je crois que je suis très marqué de ce que vous venez de dire, de votre courage aussi. Et on connaît tous votre courage et votre liberté de parole. Ce qui me marque beaucoup dans ce débat, c'est qu'il n'est pas réductible à des clivages politiques. Et je vois aujourd'hui, comme d'ailleurs dans d'autres pays du monde, que la gauche sait se mobiliser quand elle est fidèle à son identité politique pour défendre les plus vulnérables et le devoir de les soigner. Et c'est pour ça que j'espère que ça n'est pas joué d'avance et que ceux qui ont voulu organiser ce petit cocktail de l'indécence seront démentis bientôt. Merci beaucoup. Le cocktail de l'indécence, avez-vous dit, nous en parlerons dans quelques instants. Et Claire Fourcade sera notre invitée, évidemment, d'un courage absolu. Claire Fourcade, qui travaille dans les soins palliatifs, qui a pris la plume justement pour parler des soins palliatifs. François-Xavier Bellamy, merci. Merci à vous. Claire Fourcade sera notre invitée. Vous voyez son livre aux éditions Fayard, Fin de vie, manuel de résistance. Revenons sur cette déclaration d'Elie Semoun, qui a du courage, diraient certains, et je n'ose imaginer la pluie d'attaques, de menaces et pourquoi pas d'insultes qu'il a dû recevoir depuis hier, et cet entretien sur RTL, lorsque le journaliste lui pose la question du Rassemblement national, de la condamnation de Marine Le Pen, et ça, il y a une sorte de bascule, puisque ensuite il va dire: je suis désolé de décevoir les auditeurs, mais moi le plus grand danger, c'est pas le Rassemblement national, c'est la France insoumise. Écoutez. Je vais vous répondre comme un homme politique. Je suis surtout un imposant à LFI. Je suis vraiment désolé pour les auditeurs qui nous écoutent et qui m'aiment bien. Mais là, franchement, je ne peux pas supporter cet antisémitisme affiché. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce parti. Vous dites ce matin, vous trouvez la France insoumise plus dangereuse que le Rassemblement national? Oui. Écoutez, oui, oui. S'il faut répondre à votre question, et je vous réponds sincèrement, j'ai vraiment peur du bordel organisé par LFI. Pour moi, c'est pas une démocratie, quoi. Ça ressemble pas à une démocratie.
Et lorsqu'il parle de bordel, on aurait pu citer ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale avec Assa Traoré, qui est soutenu par la France Insoumise au moment de la loi sur la présomption de légitime défense. On va en dire un mot. On va en dire un mot, mais surtout on va écouter Sylvain Maillard. Il ne fait pas partie de l'international réactionnaire, Sylvain Maillard, député Renaissance. Il dit « En 10 ans, j'avais jamais vu un tel niveau de violence à l'Assemblée nationale. » Écoutez. Avant-hier, j'étais à l'Assemblée nationale au moment où il y a eu ces événements avec Madame Traoré. La violence, parce qu'on parle de la fin, on était hors séance, c'était très violent. Contre les huissiers. C'était très violent. Mais la séance en elle-même a été extrêmement violente. Pourquoi ? LFI, ce qu'on n'a pas dit. On avait une vice-présidente Rassemblement National, Hélène Laporte, où d'un seul coup, Louis Boyard lui a dit « Vous êtes raciste, madame ». Je ne sais pas pourquoi, il lui dit « Vous êtes raciste ». Elle a dit, je vais le mentionner, ce que vous venez de dire, je vais le mentionner au bureau pour que vous soyez sanctionné. Et à ce moment-là, l'ensemble du groupe LFI, avec Manuel Bompard, a hurlé vous êtes raciste contre la présidente. Honnêtement, c'était d'une violence. Je suis député depuis presque 10 ans, je n'avais jamais vécu une séance aussi violente. Reda Bellach, qu'on a reçu hier, qui est d'un autre syndicat, Stanislas Godon, me disait ce qui s'est passé cette semaine, donc c'était quelques heures avant la soirée France-Maroc, m'inquiète parce que le climat politique crée un terrain de violence, évidemment, contre les forces de l'ordre. On devient une cible privilégiée par des délinquants qui sont parfois armés, entre guillemets, par un discours anti-flic qui pullule chez certains responsables politiques, notamment à l'extrême gauche de l'échiquier. En fait, c'est l'évolution des slogans de la haine anti-flic, notamment de la France Insoumise, qui maintenant se sont invités au sein de l'hémicycle. Et moi, j'ai vu les 3 heures de débat sur la loi sur la présomption de légitime défense. C'était insupportable, avec des affirmations du type « Demain, grâce à cette loi, les policiers vont tirer sur des Noirs et des Arabes. Vous allez valider le système raciste, systémique et ultra-violent de la police nationale. » Enfin, je veux dire, il y a eu des affirmations à l'encontre des policiers, mais qui sont insupportables. Alors, je ne vous parle même pas de l'invitation, effectivement, du clan Assa Traoré, qui a mis le bazar comme pas possible, qui a, je crois, insulté, qui a dit que le ministre était un assassin. Enfin, je veux dire... Il y a un huissier qui a failli tomber. Exactement. D'ailleurs, il y a le Brun-Privé, excusez-moi, à la piscine en ce moment, où elle va réagir à un moment. Parce que je l'ai trouvé plus rapide, la présidente de l'Assemblée nationale, pour saisir le déontologue après une paparazzade, où vous avez des journalistes des paparazzis qui sont allés photographier Charles Aloncle avec sa compagne. Et là, on saisit le déontologue. Par contre, pour ce qui s'est passé à l'Assemblée, Thomas Bonnet, j'ai rien vu. Et pourtant, elle a été invitée de plusieurs médias. Malheureusement, toujours la question rien. ne lui a pas été posée. Silence radio. Donc, non, elle n'a pas réagi publiquement. À ma connaissance, en tout cas, elle n'a pas réagi publiquement. Donc il faut tendre un micro, poser les questions avant que la présidente de l'Assemblée nationale réagisse. Vous savez, il y a eu une certaine période où certains affirmaient qu'ils étaient la République. Ce jour-là, mardi, voilà, ils ont déshonoré l'écharpe tricolore. Rachel Kahn. Je suis très touchée, moi, par les mots d'Elie Semoun. Pourquoi ? Je suis très touchée parce qu'en réalité, il parle d'antisémitisme, oui, mais dans ce que j'entends, ça va beaucoup plus loin que ça. Elie Semoun, c'est un grand artiste. C'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se transformer en homme qui ne lui ressemble pas, même en femme, qui est dans l'autodérision, qui est dans la création pure. Quand on est un artiste, les artistes sont les législateurs de l'ombre. On se cogne forcément contre le dogme de LFI, qui ne parle qu'avec 5 mots. Génocide, apartheid, colonisation, extrême droite, racisme. Ils n'ont que 5 mots. Quand on est un artiste, on ne peut pas avoir que 5 mots. Je suis très touchée parce qu'on le sent heurté dans sa chair et on le sent aussi en volonté de préserver son travail. Pourquoi vous dites volonté de préserver son travail ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en disant ce qu'il a dit hier, rares seront, entre guillemets, les propositions les prochains mois ? Alors, il y a ça d'un côté, parce qu'il se met en danger, parce qu'on voit à quel point le boycott a irrigué notre société. Ça commence par l'antisémitisme, et puis après, c'est tous les autres qui ne pensent pas de la même manière. On voit comment certains artistes se protègent aussi en signant certaines pétitions, par exemple, en étant finalement meute compatible. Et là, en réalité, il est heurté profondément. C'est pour ça qu'il parle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement par rapport à son professionnalisme et par rapport à son art. André Vallini, vous par exemple, c'est vrai que ça a été la ligne rouge, la France Insoumise, alors que vous étiez au Parti Socialiste. Vous avez refusé cette alliance contre nature au moment des législatives. Oui.
Et ce discours, par exemple, d'Elie Moon, pourquoi il est exceptionnel au sens propre? Quand je dis exceptionnel, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. C'est-à-dire que dans ce monde culturel, dans ce monde des comédiens, dans cette gauche croisette, j'ai vu plus de comédiens soutenir Rima Hassan pour apologie du terrorisme. Cette semaine, on parlera de la tribune dans un instant, M. Benjamin Biolay qui signe la tribune en soutien à Rima Hassan, que soutenir Elie Moon et s'inquiéter par exemple de ce climat ambiant, violent, bordélisant, avec cet antisémitisme d'atmosphère. Oui, ça revient à dire qu'Elie Moon est très courageux d'avoir pris la position qu'il a prise. Moi, j'aime beaucoup Elie Moon, je le connais personnellement en plus. On sent qu'il est malheureux de devoir dire ça. Que c'est un homme plutôt de gauche, Elie Moon, tout le monde le sait. Et il a le courage d'aller contre la doxa, si j'ose dire, ambiante dans les milieux culturels. Donc il est très courageux, mais ça ne m'étonne pas de lui.